Bon, c'est la première fois qu'on va parler de 3 films différents dans une vidéo, et je peux vous assurer que j'ai galéré à caser 3 affiches dans la miniature. Et bonjour. Bon, pas mal de choses dans cette vidéo, donc on va essayer de ne pas perdre de temps. Je prends juste quelques secondes pour vous annoncer que j'ai pas mal de choses à vous dire en fin de vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 3 films. On va parler de Rampage, Amoureux de ma femme et Action Vérité. On va commencer en parlant de notre bon cinéma français et on va parler de Amoureux de ma femme, le nouveau film de Daniel Auteuil. Le film est une adaptation de la pièce de théâtre L'envers du décor de Florian Zeller et met en scène Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlin, Gérard Depardieu et une actrice espagnole en partie révélée par Julieta de Pedro Almodovar, Adriana Ugarte. Daniel Auteuil joue Daniel dans le film, facile pour s'y repérer, et est amoureux de sa femme Isabelle, interprétée par Sandrine Kiberlin. Jusque-là, tout va bien. Il invite son meilleur ami Patrick à venir dîner à la maison afin de leur présenter au passage sa nouvelle petite amie. Et le problème, c'est que Daniel va avoir un gros coup de cœur pour Emma, la petite amie de Patrick, qui débarque dans sa belle robe rouge, couleur de l'amour et de la passion. Pourquoi est-ce que l'on parle de ce film en premier? Bah parce qu'il est déjà sorti la semaine dernière, vous avez certainement déjà entendu pas mal de choses là-dessus, donc on va essayer de ne pas s'éterniser. Et ça m'embête parce que j'aime beaucoup Daniel Auteuil, mais alors là, c'est vraiment pas bon. Le film m'a attiré parce que je ne suis pas contre les adaptations de pièces de théâtre au cinéma, comme Le Prénom ou Le Dîner de con, et j'aime beaucoup Le Dîner de con d'ailleurs, donc je me suis dit pourquoi pas. Et qu'est-ce que c'est malaisant, putain, ça marche pas du tout. Bon, déjà, on a beaucoup trop de scènes dans l'imaginaire de Daniel Auteuil, où Daniel Auteuil se projette avec la copine Emma, potentiellement comme s'ils étaient en couple, et ce sont des scènes qui vont se dérouler en dehors de l'appartement et donc en dehors du dîner. Et vraiment, je pense que la moitié du film sont des scènes rêvées par Daniel Auteuil. Donc déjà, de 1, ça pourrit le rythme du film parce qu'on avance pas du tout au niveau de la trame principale, et je parle bien sûr du dîner. Et de 2, et bah tu t'y perds vraiment totalement, parce qu'il y a des scènes dans l'imaginaire de Daniel Auteuil qui sont vraiment super longues. Et il y a des moments où je sais même pas si c'était dans la vie réelle ou encore dans une vie rêvée. Le jeu d'acteur est très proche du ridicule à certains moments, et c'est bizarre parce que bon, le casting est super cool. Les scènes de bisous, on va appeler ça comme ça, sont vraiment tellement gênantes, et si vous avez vu le film, je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire. On a aussi des faux raccords. Par exemple, à un moment, Daniel Auteuil va servir du champagne à tout le monde, sauf que quand tu sers du champagne dans une coupe, et ben vous avez la moitié de votre verre qui représente de la mousse, et bah hop, petit cut et la mousse a disparu. Je l'ai déjà dit, mais avec toutes les scènes dans l'imaginaire de Daniel Auteuil, le rythme du film est horrible, et voilà, je devais le répéter. À un moment, on passe beaucoup de temps dans l'imaginaire de Daniel Auteuil, on va revenir à la réalité pendant 30 secondes, et hop, ça repart. Ce film n'avance jamais. En plus de ça, c'est pas drôle, c'est peut-être dû au jeu d'acteur ou alors au texte de la pièce de théâtre tout court. C'est vraiment gênant, on a beaucoup de silence. Et en soi, oui, ce dîner est malaisant, c'est ce qu'on cherche à installer, mais le film aurait gagné à tenter de rendre ce malaise plutôt drôle. Là, on participe à la gênance de dîner et c'est vraiment pas top. On a des répliques super intelligentes aussi, comme quoi, j'ouvre les guillemets, une fille qui travaille dans un bar est une pute, voilà. Et bon, grosso modo, un film sur un vieux garçon mal baisé qui a envie de troncher une petite jeune qu'il voit depuis 5 minutes, et bah j'ai pas besoin d'aller plus loin, c'est pas forcément hyper intéressant. Bien évidemment, je ne vous conseille pas ce film. Si vous avez envie de voir une pièce de théâtre adaptée en film, j'y reviens, mais je vous conseille vraiment Le Dîner de con, parce que oui, je connais des gens qui n'ont toujours pas vu ce film. Et oui, je vous invite vraiment à le voir, parce que pour le coup, c'est bien, c'est rythmé, c'est drôle, et en plus de ça, c'est culte, tout simplement. On va passer au deuxième film, certainement le plus gros de la vidéo, et on va parler de Rampage, ou plutôt en France, à situation désespérée, héros démesuré, Rampage, hors de contrôle. Comment rendre la com de ce film totalement beauf? Il s'agit d'un nouveau film avec Dwayne Johnson que l'on retrouve après le succès colossal de Jumanji. Et le film est réalisé par Brad Payton, à qui l'on doit aussi avec The Rock, Voyage au centre de la Terre 2 et San Andreas. Et déjà là, ça pue un peu du cul. Et bah vous savez quoi pour ce film Rampage? Et bah grosse surprise. Non, je plaisante, y a pas de surprise. Le film raconte l'histoire de David Okoye, un primatologue qui est très proche de son gorille, à la fois albinos et très intelligent, George. Suite à une expérience génétique, George se métamorphose en monstre incontrôlable, tout comme 2 autres animaux. David va donc devoir trouver un antidote pour rétablir la situation, et comme il s'agit de The Rock, sauver tout le monde. Bon, comme je vous le disais, c'est sans surprise, c'est très con, et on en attendait pas forcément plus. Déjà, ceux qui me suivent sur Instagram le savent, mais j'ai été voir le film en avant-première en banlieue parisienne, et qui dit banlieue, dit VF. Et c'est le premier film que je vois en VF cette année, et ça ne m'a absolument pas manqué, ça c'est clair. Bon, de quoi on va parler ? Point positif déjà, le film se veut drôle à pas mal de moments, ça marche pas tout le temps, mais il y a 2-3 vannes qui marchent plutôt bien. Pour ceux qui ont vu le film, je parle des blagues où George fait des signes avec ses mains, on va dire ça comme ça. À certains moments, le film est vraiment pas mal visuellement, on a de bons effets spéciaux comme de très mauvais parfois. À un moment, on a un bateau avec des gens qui sont dessus, et le tout est filmé avec un plan aérien, et on a un monstre qui va renverser le bateau. Et je vous invite vraiment à vous focaliser dessus, c'est vraiment très dégueulasse. Et j'ai pas grand chose à rajouter sur les points positifs, donc on va passer au reste et sur les points sur lesquels je voulais m'arrêter. Bon, déjà, l'écriture du film est mauvaise, et là pour le coup, on en attendait pas plus. Ça se saurait si ce film avait voulu être intelligent. On nous fait comprendre que David n'aime pas forcément les humains au profit des animaux. Mais vraiment, à aucun moment dans le film, on voit que Dwayne Johnson n'aime pas les gens, il est même plutôt cool avec tout le monde. Et c'est ultra forcé. À un moment, on a Naomi Harris, qui oui est dans le film et je l'aime beaucoup, qui a menti à David. David lui tourne le dos un moment pour lui dire que leurs chemins se séparent, parce que oui, elle lui a menti, donc normal quoi. Et là, en gros, Naomi Harris lui sort: mais pourquoi est-ce que vous n'aimez pas les gens comme ça? C'est ultra forcé, ça n'a aucun sens. Et tout ça pour raconter la backstory de Dwayne Johnson qui est expédiée en 30 secondes. On a aussi
Dwayne Johnson et son singe George qui ont l'habitude de se checker en fin de conversation pour montrer qu'ils sont d'accord. Et à la fin d'une conversation entre Naomi Harris et Dwayne Johnson, une conversation pour exposer le plan pour sauver le monde, on a Naomi Harris qui va tendre son poing en référence au geste que Dwayne Johnson faisait avec son singe, pour qu'ils se checkent aussi du coup pour montrer qu'ils sont d'accord concernant le plan qu'ils viennent d'exposer, sauf que Naomi Harris n'a jamais vu Dwayne Johnson faire ce geste avec son singe. Donc oui, encore une fois, niveau écriture, on est très bon. On a bien sûr des répliques ridicules, des choix scénaristiques ridicules. À un moment, on a George qui est en train de devenir un monstre et qui va être transporté en avion et enfermé dans une cage. On a bien vu dans quelques scènes juste avant que le singe a explosé absolument tout sur son passage. Et là, on va le transporter en avion dans la cage la moins solide du monde. Pour revenir aux personnages, oui, la plupart ne servent à rien, The Rock fait du The Rock. Naomi Harris est là pour être là et on a aussi deux autres personnages, Claire et Brett, qui sont joués respectivement par Malin Ackerman et Jake Lacy. Et je vais m'arrêter sur ce deuxième qui a vraiment une utilité super naze. Le cinéma se doit de reprendre une technique qui s'appelle le show don't tell, qui est une technique qui incite à montrer plutôt qu'à dire. Et alors là, au niveau de la relation entre ces deux personnages, eh bah c'est vraiment tout le contraire. Le personnage de Brett ne sert absolument à rien. En fait, il est juste là pour que Claire lui explique ses actions pour que nous, en tant que spectateurs, on puisse savoir ce qu'elle a en tête. Et c'est ultra mauvais parce que non seulement tu rajoutes un personnage qui ne sert à rien, et en plus de ça, bah tu prends un petit peu aussi les spectateurs pour des débiles, parce qu'avec les dialogues entre ces deux personnages, t'es en train d'expliquer vraiment tout ce qui va ou tout ce qui est en train de se passer, comme si on n'était pas capable de le comprendre. Donc oui, encore une fois, niveau écriture, c'est totalement pété. Sinon, la réalisation est plutôt banale, les musiques aussi, c'est pas forcément intéressant. Ah si, on a un plan sympa vers la fin du film, où on a une caméra qui va faire une rotation autour d'un bâtiment, et on voit les monstres en train d'escalader ce bâtiment. Sinon, on a un placement de produit pour Dave & Buster's, une chaîne de restauration américaine en fin de film qui est vraiment très gros. Et alors là, oui aussi, et c'est totalement gratuit, mais dans le bureau où se trouvent Claire et Brett la majeure partie du film, donc un bureau super classe, super moderne, avec des écrans partout, un salon, etc. Et ben en arrière-plan, derrière les personnages, ils ont réussi à te caser une borne d'arcade Rampage. Parce que oui, Rampage est à l'origine un jeu d'arcade des années 80, et le principe du jeu est tout simplement de dévaster la ville avec les créatures présentes dans le film. Et voir cette borne d'arcade en arrière-plan qui n'a absolument rien à voir avec le reste du décor, enfin bon, c'est gratuit, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Donc vous l'aurez compris, je ne vous conseille pas aussi Rampage hors de contrôle, et est-ce que le film cherchait à en faire plus ? Non. Et je suis curieux de voir les chiffres du box-office au terme de sa diffusion pour voir si Dwayne Johnson peut encore ramener masse de gens en salle pour voir un film aussi moisi. Donc à voir, ça a l'air pas trop mal parti, ça devrait tourner autour des 500 ou 600 millions de dollars de recettes. Bon, on est bien parti pour faire un strike dans cette vidéo. On va maintenant parler d'Action ou Vérité, nouveau petit film d'horreur. Action ou Vérité est l'histoire d'un groupe de jeunes qui vont se retrouver à jouer à ce jeu que nous connaissons tous. Malheureusement pour eux, le jeu est en quelque sorte hanté et quelqu'un ou quelque chose va punir ceux qui mentent ou ceux qui ne souhaitent pas réaliser leurs actions. Comment les punir? Eh ben en les tuant. Ce film est réalisé par Jeff Wadlow qui a réalisé, et alors là je ne m'y attendais absolument pas, Never Back Down, mais aussi le second opus de Kick-Ass. Comment ce mec en est arrivé là, j'en sais foutrement rien. Et oui, ça part en strike, c'est pas bon aussi. Et en vrai, pendant une bonne partie du film, je me disais que c'était moyen moins. Mais bon, le final a fait pencher la balance du mauvais côté, et on va essayer d'en parler rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est pas une surprise, ça joue beaucoup, voire que sur des jumpscares pour créer de la peur. Et d'ailleurs oui, la plupart, voire tous, sont prévisibles. Le concept est marrant et intéressant à la fois, ça m'a rappelé d'ailleurs American Nightmare, qui lui aussi possède un bon concept d'origine, mais pareil, on n'en fait pas grand chose au final. Il y a quelque chose que j'ai jugé intéressant dans le film qui était plutôt bien géré jusqu'à un certain moment. Comme lorsque vous concevez un jeu ou un jeu vidéo, vous allez devoir créer des règles ou créer des features, qu'importe. Mais lorsque vous allez créer quelque chose, vous allez avoir des problématiques qui vont apparaître, auxquelles il va falloir répondre pour garder un univers cohérent. Et là où c'était plutôt bien géré, c'est qu'à chaque fois que je me posais une question parce que je voyais une problématique qui allait apparaître, et ben le film y répondait dans les scènes suivantes. À un moment, je me suis demandé, parce que oui, les questions action-vérité passent d'une personne à une autre, et je pensais que c'était choisi vraiment de manière totalement random. Mais non, il y a vraiment un tour qui est mis en place, et on a vraiment une personne qui passe après telle personne, etc. Et tout est expliqué. Et à un autre moment, parce que oui, comme je vous l'ai expliqué, si vous choisissez vérité et que vous ne dites pas la vérité, et ben vous mourrez. Et si vous choisissez action et que vous ne faites pas l'action, et ben vous mourrez aussi. Et ben je me suis dit, mais pourquoi est-ce que vous prenez pas tous vérité et vous mentez jamais? Comme ça c'est bon, c'est réglé. Et là vous allez avoir un personnage qui va avoir la même réflexion. Et là vous vous dites, ah, c'est pas con, ils y ont pensé. Mais ensuite non, c'est bête, parce que pour redonner de l'intérêt au jeu, il y a une nouvelle règle qui va être mise en place et qui va inciter leur choix, qui n'a aucun sens et qui va les empêcher de choisir tout le temps vérité. Et ça aurait pu et dû être plus intéressant et plus intelligent au niveau écriture à ce niveau-là. Il y a bien évidemment des morts de personnages dont tout le monde se fout royalement. Il y a même à un moment un personnage qui meurt, qui est dans les bras d'un des personnages de cette troupe de jeunes, et il y a tout le reste qui est autour, et tout le monde est en train de taper la discussion, enfin c'est vraiment débile quoi. Et puis bon, pour ceux qui ont vu le film, le final n'est pas du tout en accord avec la personnalité de l'héroïne. C'est simple, au début du film, on va lui poser une question qui va être, grosso modo, sa situation à la fin du film. Sauf qu'au début du film, pour ne pas vous spoiler, on va dire qu'elle vote blanc, et à la fin du film, elle va voter noir. Et il n'y a pas d'explication, on comprend pas pourquoi est-ce qu'elle a ce changement de comportement, enfin, sa personnalité n'a pas évolué au cours du film. Enfin voilà, c'est un très mauvais destination finale, et je pense qu'on en a pas encore parlé sur la chaîne, mais c'est vrai que le genre d'épouvante, horreur, eh ben c'est pas la folie depuis très longtemps. Et ouais, personnellement, je trouve que des bons films d'horreur,
on en a un tous les 2-3 ans environ. Et voilà ceux qui m'ont le plus marqué depuis 2010. Sinister, Les Conjuring, Get Out et Ghostland. Et encore, certains d'entre eux sont des thrillers horrifiques. Et je vous invite à me dire dans les commentaires si vous en avez d'autres, ça m'intéresse. Donc oui, si vous aimez le genre, je ne vous conseille pas forcément Action-Vérité, et si vous n'aimez pas le genre, je pense que vous ne savez même pas que ce film existe. Et pour finir, comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, je me suis posé beaucoup de questions en faisant cette vidéo, parce que plus la semaine avançait, plus je voyais les films dont je viens de parler, plus je me demandais quelle était l'utilité de faire cette vidéo. Parce que oui, ces films ne sont pas bons, et dire que Rampage est un film ultra con, et bah c'est pas un scoop. Donc je vais réfléchir à pas mal de choses à propos de ces vidéos où les films ne sont pas vraiment de qualité, parce que c'est pas les vidéos les plus intéressantes de la chaîne, et j'ai pas envie de parler à l'avenir d'un film comme Rampage pendant autant de temps. Déjà tout à l'heure je parlais du show don't tell sur Rampage, et ça n'a aucun sens, ce film ne cherche pas à être bon et intelligent. Peut-être que je devrais faire un format très court sur ce genre de film, enfin bon, je vais y réfléchir. Et la transition est toute faite vers la deuxième chose que je voulais vous dire, parce que oui, je vais avoir du temps pour réfléchir. Parce que oui, je pars en vacances et il n'y aura exceptionnellement pas de vidéo la semaine prochaine, et le retour de la chaîne est prévu pour le dimanche 20 ou le lundi 21 mai pour parler de Deadpool 2. Bien sûr, ensuite on retrouvera un rythme normal pour parler de Solo, Jurassic World, etc. Et pour ceux que ça intéresse, je pars faire un petit tour en Italie. Voilà, je raconte ma vie. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que je fais une pause vacances sur YouTube que je suis totalement coupé de ce monde. Vous pouvez bien évidemment me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. On se retrouve donc bientôt au cours de ce mois et je vous souhaite aussi à vous de bonnes vacances si vous profitez aussi de ces jours fériés pour partir. Donc salut à tous et à très vite. C'est les vacances. Les vacances.